Ce soir, on a Nasty Dog depuis les États-Unis. On a eu un léger retard, donc on attend l'artiste Nasty Dog. Il va se connecter. Ah, Nasty Dog, il est là, il est là. Je vous informe que j'ai Marshall Dixon le samedi 9 mai. Bonsoir, Nasty Dog. Big up, bro. Oh, what's up, man? Non, c'est bon, c'est du lourd, on est là. Mon gars, on t'a trop attendu là. Quelques petites complications et tout, donc. Matson, on dit quoi? Ok. Tranquille, frère, et toi? Non, c'est bon, du lourd, on est là. Sinon, ça se passe? Yeah, ça se passe bien ici. Ah ouais, tranquille. Bon, frérot, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te demander de te présenter et de nous dire ce que tu fais comme art. Moi, je suis vraiment connu depuis mon enfance par mon prénom Sabin, Nyekissa, de mon nom d'artiste Nasty Dog. Je suis un rappeur du Congo-Brazzaville, tout droit de Back City. Tu connais la vibe. Yeah. Ok, mais pourquoi Nasty Dog, frère? Bon, en fait, quand j'ai commencé le rap, je rappais tellement dur que tout le monde me disait que tu as la rage. En fait, comment je suis arrivé à ce niveau-là, une fois on est parti au studio, je rappais tellement faible que le grand Chopal de Scarla Record me disait, mais petit, mets de la puissance vocale, mets de la rage. Et je me suis dit au départ, bon, le rap c'est la rage, hein, tu dois être méchant, tu dois être, voilà. Comme un chien, quoi. Une certaine énergie, quoi, tu vois. Bien. Et à la fin, bon, comme on apprenait l'anglais au départ, et la boule m'est venue de prendre le surnom de Nasty, méchant, un gars vraiment bizarre. D'accord. Et j'aimais beaucoup Snoop Dogg et j'ai mis le dog à la fin, c'est parti comme ça. Ah, je vois. Yeah. Et faisais-tu partie d'un groupe dans tes débuts ou tu as commencé ta carrière en solo? Non, on est tombé amoureux du hip-hop dans les années 98, certes, mais on a commencé à écrire des petits textes à partir de 2002. Je faisais partie d'un groupe, je fais toujours partie d'un groupe, il n'est jamais mort, d'un groupe appelé Sélection à Ghetto. On était constitué de 3 personnes. Il y avait Ginny King et puis Jazz. Voilà, on a fait nos débuts à Bakongo, bien sûr. D'accord. Et là, tu viens de nous dire que tu fais toujours partie de ce groupe Sélection à Ghetto, mais je pense que vous êtes séparés, vous travaillez comment? C'est un groupe qui n'est pas mort, il n'est jamais mort à la base. Le truc, c'était après le baccalauréat, chacun a pris une destination différente, tu sais. Ginny King est parti du côté de l'Italie, après il a rejoint la France. Jazz est parti en Afrique du Sud, il a fait le Sénégal, après il s'est retrouvé en France. Moi j'ai fait la Chine, là je suis aux États-Unis, du coup on est carrément dans des univers différents actuellement, mais on continue à travailler, on a des projets en vue et tout. Le groupe n'est pas mort, il existe. On a des projets qui vont sortir très bientôt. Et ça fonctionne comment? Comment est-ce que vous travaillez? Tu fais l'instrumental, tu envoies chez les autres, eux ils postent et voilà. Explique-nous un peu, s'il te plaît. En fait, ce qu'on fait actuellement, eux ils enregistrent du côté de la France. Ils m'envoient ces fichiers-là, ces 3 cartes. Moi, de mon côté, je complète les voix et je fais le mixage. Mais on a des clips qui vont venir et bon, là, il faudrait qu'on puisse se déplacer. Soit c'est eux qui viennent, soit c'est moi qui viens. D'accord. Il y a l'unité de Paname qui pose la question, qui t'a donné le goût de faire du rap? Comme tout bon Congolais, j'écoutais du Bisso la Bisso. Hein? J'étais parti de là. Voilà. Inspire du Bisso la Bisso. Big up à Mpassi. Alors, tu peux nous parler du fonctionnement avec ton groupe, comment ça se passait? Qui était le leader? Qui était en train d'écrire? Est-ce qu'il y avait un label derrière? Est-ce qu'il y avait un manager? Comment ça se passait avec tout ton groupe?
Alors, premièrement, il n'y avait pas de manager. Tout ce qu'on a fait, c'était des autoprods. Et c'était un groupe constitué de 3 personnes. Il n'y avait pas de leader. Ce truc de leadership, c'est ce qui tue beaucoup de groupes au niveau de l'Afrique. Ça, on le sait. Un tel va venir avec son idée, c'est moi le chef, c'est moi le chef. Après, ça coule, tu sais. Donc, on avait écarté toute cette thèse de leadership et tout. Comment ça fonctionnait? On donnait la chance à chacun de nous de ramener un morceau dans le crew. Donc, je pouvais aller acheter un instrumental, je trouve le thème, je viens, je propose le refrain, et si tout le monde valide, tout le monde se met à écrire en couplet et on mélange le tout, ça faisait un bon morceau. D'accord. Ok. Et tes parents, lorsqu'ils ont appris, parce que toi et moi, on sait au Congo, surtout au Congo, la musique, et surtout le rap, c'est une musique mise à part. Et quand les parents, ils ont appris que tu t'es lancé dans le rap, dans la musique, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils t'ont soutenu ou pas? Oh! Au début, c'était un peu bizarre. Je me suis fait taper dessus par ma maman. En fait, raconte-nous, dis-nous, frère. Elle a su que je faisais la musique, en fait, dans un mauvais sens. À l'époque, je fréquentais à Notre-Dame du Rosaire. J'ai un ami, Quintas, que je salue en passant, du Firenze. Et le gars, il a reçu des bombes avec lesquelles on fait les tags sur les murs, tu vois. Il a commencé à taguer mon nom partout dans toute l'école Notre-Dame du Rosaire. Et puisque tout le monde me connaissait par Nasty Dog, le directeur à l'époque, il s'est ramené. Et je connais ce monsieur-là. C'est toi. Non, c'est pas moi qui écris, mais c'est toi. Tu sais ce que tu dois faire, soit tu payes la peinture, on refait toute l'école, soit tu renvoies. On a convoqué mes parents, la daronne est arrivée, on a montré que bon, j'avais un autre pseudo, que je m'appelais Nacido, que je faisais le rap, c'était moi le musicien de l'école, et c'est comme ça qu'elle a pris le truc. Et elle a payé la peinture, on a refait toute l'école. Je suis arrivé, je me suis fait gronder. Et mon père était un peu curieux, il s'est dit, bon, fais-moi écouter l'autre là, ce que tu fais comme musique. Il comprenait rien, il faisait courir. Tout est parti là, mais après, ils ont fini par l'accepter. Ça, ok, d'accord. Alors, Nasty Dog, aujourd'hui, aux États-Unis, tu te retrouves dans un pays là où l'histoire du rap a pris son commencement. Un pays qui possède les plus grandes industries musicales et de très grandes stars. Est-ce que ton intégration dans l'industrie musicale, elle est facile ou hard? Elle n'est pas facile, elle est vraiment difficile. Premièrement, il y a un problème de langue qui s'oppose. Venant d'un pays francophone, arriver ici avec un âge avancé, c'est difficile de s'adapter carrément à parler comme eux. C'est d'abord un handicap. Mais on s'efforce. Deuxièmement, c'est la culture. Leur réalité, en fait, ils expriment leur réalité, ce qu'ils vivent, ce qu'ils font, qui est totalement différent de ce que moi je sais, ce que j'ai vécu, dans quoi j'ai grandi. Et l'intégration est vraiment compliquée. Il faut s'y mettre à fond, quoi. D'accord. Ok. Il y a un Thinkers qui pose la question, où est-ce qu'on peut trouver tes chansons? Je suis pratiquement sur toutes les plateformes actuellement. Beaucoup sur YouTube, mais je suis disponible sur Spotify, sur Apple Music, je suis là sur Deezer, je suis là sur quelle plateforme déjà? iHeartRadio, iHeartRadio. Je suis un peu parti par là. D'accord. Je salue un Thinkers qui est là. C'est lui qui est derrière les vidéos pubs que je fais, donc déjà je le salue. Salutations à toi. Tu arrivé aux États-Unis, je pourrais dire que c'est une carrière solo aussi que tu débutais. Bien sûr que tu es dans le groupe, mais tu as commencé aussi à faire des chansons aussi où tu es tout seul. Tu peux nous parler de cette carrière solo? Bien sûr, on a été longtemps séparés avec les autres depuis pratiquement 2008-2009. On ne s'est pas revus.
Donc, du coup, je ne pouvais pas m'attarder à attendre les autres, faire un morceau et tout. Du coup, je me suis décidé, tiens, je peux écrire, je peux faire des trucs bien. Et voilà, je peux lancer ma carrière solo. Tout est parti de là depuis 2010. J'essaie de faire mon chemin, mais sans oublier les autres aussi. D'accord. Nasty Dog, on voit que tu nous as ambiancé avec plusieurs prods. Je cite ici Like a Boss, Nalulio et plusieurs d'autres, des très belles chansons. Est-ce que ces belles chansons t'ont donné, ces belles chansons qui sont chantées en anglais, en français, en lingala, t'ont donné des opportunités de faire des concerts, des showcases au niveau des États-Unis? Des showcases, oui, il y en a. Des concerts, pas encore. Pas encore, on se bat pour ça. Mais des showcases, il y en a plein qui ont été faits par-ci par-là. Du côté de Chicago, Los Angeles, Atlanta, plein de showcases. Mais parlons de concerts face à un festival qui réunit des milliers de personnes, pas encore. On espère y arriver très bientôt. Ok. Alors, Nasty Dog, vis-tu de ta musique aujourd'hui? On peut dire un tout petit peu, yeah. Ça va. Dès que les showcases nous payent pas mal et bon, on se fait un peu d'argent sur Spotify, Apple Music. Ça va, ça tourne pas mal pour un début, ça va. C'est mieux que quand tu étais là-bas. Quand je sais où ça? Quand tu étais là-bas au Congo, là. Au Congo? D'accord. Donc, on peut dire qu'au Congo, c'était juste l'envie de faire la musique, mais tu t'attendais pas que ça puisse te rapporter quelque chose financier, en fait. Et à la base, c'est une passion, tu vois. Dans ma tête, je me suis toujours dit, fais ta passion, vis ton moment tel que tu le vois, tu vois. La musique, je la fais pas pour m'enrichir premièrement, mais si cela arrive, ça sera très bien. Mais c'est une passion que je vis chaque jour. Du coup, l'aspect monétique, je la mettais de côté. Hein. D'accord. Il y a Amfikars qui pose la question, ressens-tu le soutien de la communauté aux États-Unis? La communauté congolaise, ouais, elle est vraiment présente. Elle est vraiment présente, telle que dans mon tout dernier clip, Nalulio. La majorité des figurants dans le House Party que j'ai organisé étaient tous des Congolais de Chicago. Ils ont répondu présent, ils sont là, mais choqués, ils assistent et voilà. D'accord. Je salue Dan Jamolomen qui est avec nous. Déjà. L'unité de Paname qui dit encore, depuis que tu as commencé ta carrière, quelle était ta plus grosse peur? Ma plus grosse peur était d'affronter le public. Ouais, je me rappelle dans les années 2004, mon premier concert était à Sony La Boutancy. J'avais tellement peur d'affronter le public que, sans secret, j'ai fait tomber le micro. Ah ouais. Mais tu n'étais pas seul avec ton groupe, bien sûr. Ouais, avec mon groupe. Yeah. Eux, ils pouvaient cacher des erreurs que tu faisais, en fait. Faire tomber le micro, ils pouvaient interférer, quoi. À la base, on avait tous le même problème, le micro tombait. Ah ouais. Yeah, c'était mon plus gros défi à relever au tout début de ma carrière. Bon, mais après, on s'est fait avec et puis on a enlevé la peur, tout est parti. Voilà. Mais je pense que quand tu fais tes concerts, tes shows avec ton groupe, il y a un courage qui est là. Et aujourd'hui, aux États-Unis, tu te retrouves tout seul, devant des shows, devant des showcases. Comment tu te sens? Tout seul. Je me sens à l'aise, dégagé. Ça va. Donc, on peut dire que tu as pris plus de maturité maintenant. Ouais. On appelle, excuse-moi. Il y a Amfikars qui pose la question, si tu écoutes toujours de la musique du Bled, quel artiste de la nouvelle génération congolaise
que tu respectes? Premièrement, je donne un gros big up aux artistes du Bled. Je pensais pas que le Bled avait de tels talents. Non. Mais mon frère, actuellement, ce que j'écoute, c'est de la claque. C'est de la claque. Des fois, je me dis, mais merde, ce gars-là, il est au Bled, celui qui rappe là. Celui qui fait de la musique, il est au Bled. Franchement, j'ai pas de préférence, mais j'écoute tout le monde. J'aime bien les jeunes de Point Noir. Ils font de la très bonne musique. Ceux de Belle Race Musique. Il y a plein d'artistes là-bas qui font de la bonne musique. Tu vas au niveau de Brazza. J'écoute pratiquement tout le monde. Hein. Dès qu'il y a un truc qui sort sur YouTube, je suis là, je suis accro, j'écoute. C'est merveilleux à écouter, quoi. D'accord. Ah, cool. Donc, autant qu'un ancien dans le rap congolais, comment tu vois l'avenir du rap congolais? Le rap congolais est bourré de talent, tu vois. C'était pareil avant que j'arrive dans le game, c'était pareil pendant que j'étais dans le game. C'est pareil après mon départ du game. Le talent y est, la créativité et autres. Mais sans le soutien, mon frère, je ne sais pas où est-ce qu'on va partir. On peut bien parler d'avenir, oui, on a des talentueux qui font ci, qui font ça, mais s'il n'y a pas de soutien, s'il n'y a pas de guide, s'il n'y a pas de directif, mon frère, ce talent pourrit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, j'ai très peur pour l'évolution de la musique congolaise. Déjà que la musique nigérienne et aujourd'hui la musique tanzanienne, burundaise a pris le dessus. Bon, je ne vois pas comment on va s'en sortir sans soutien. Et ça fait très peur, quoi. Mais je peux dire, comme j'ai fait une interview avec Denja Molomen, vous êtes des anciens, aujourd'hui vous êtes arrivés en Europe, aux États-Unis, il y a des plus grandes industries musicales et ils ont pensé à créer comme un label de production pour les jeunes talents, pour les aider, pour les diriger. Et aujourd'hui, toi, au niveau des États-Unis, est-ce que tu as des idées pour créer un concept, quelque chose pour pouvoir aider la nouvelle génération? Oui, on travaille dessus. Si tout va bien, il sera lancé dès la fin de l'année 2021. Si tu as remarqué, tous mes clips vidéo, ils sont faits par Prince Obeni, qui est un Congolais. Un membre de Graphique Noir, je ne sais pas si tu te rappelles du groupe Graphique Noir, c'était des infographes. Ils avaient leur bureau vers l'école de 3 francs, là, sur Guinomère. Et c'est du coup, c'est lui qui fait mes clips. Big up à lui. Avec lui, on est en train de monter une structure. On va installer comme une petite école d'audiovisuel au niveau de Brazzaville pour la formation des jeunes en ce qui concerne le monde cinématographique, visuel et tout ce qui va avec. Et à part ça, on aimerait monter un grand bureau pour les tournages des clips. Voilà, c'est un projet qui est en cours, on est en train de travailler dessus, il faut réunir tout le matériel nécessaire. Et on travaille dessus, on essaie d'acheter quelques caméras de gauche à droite et avoir un bon truc avant de le monter, quoi. Donc d'ici 2021, on monte une structure et ça sera bien. Et comment se fera le recrutement? S'il faut payer moyennant combien? Comment vous allez faire le recrutement? Bon, récemment, il était invité par le ministre de la Culture au pays. Il était parti pour un séminaire. Et je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas, mais il a eu quelques idées. Il n'envisage pas le paiement de ses cours en premier temps. Ce qu'on va faire, on va recruter des gens qu'on va former, qui seront dans notre équipe. Et après ça, on va lancer la deuxième phase, la phase marchande, où on aura des contrats pour les filmages de quelques trucs.
Et à partir de là, on aura un rendement pour payer ceux qui sont formés, ceux qui sont déjà dans le bureau. Donc, tu vois, ça sera une façon pour nous de recruter, de donner la connaissance qu'on a à ces jeunes-là et de leur donner de l'emploi aussi. Moi, je pense que c'est vraiment très bien parce que hier, j'ai eu une petite conversation avec un jeune rappeur qui est en train de nous suivre aussi. Il s'appelle Sam. Il m'a dit, Yaya, moi, j'ai que 14 ans, mais je veux vraiment me lancer dans la musique, mais j'ai l'impression que les grands nous négligent. Mais dès qu'il a appris ce que tu viens de dire là, j'espère que Sam, tu as une bonne nouvelle. Il y a l'unité de Paname qui pose la question, tu te souviens de ton premier concert au CEFRAD? Tu imaginais quoi à cette époque? Réussir dans la musique? Le rêve, il était grand. Hein. On avait un grand rêve, réussir dans la musique. À tout moment qu'on touchait le micro, on se disait, bon voilà, un jour on va le faire, on sera sur la même scène que Booba et autres. Ouais, c'était merveilleux. Le rêve, il était grand. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rêve d'artiste? Mon rêve d'artiste, c'est de... Premièrement, comme je l'ai dit, la musique est une passion. Je la fais actuellement pour me faire plaisir, premièrement. Et que ça paye pas, ça ne sera pas un grand délire pour moi. Mais pourvu que je fasse ma passion, que j'exerce ce que j'aime faire. Et on travaille sur les opportunités, on espère que ça va donner. Et voilà quoi, travail fort, on y croit. Ok. Et qu'est-ce qui le rend un peu difficile à le réaliser? C'est que tu comptes faire? Ce que je compte faire, ce qui le rend difficile à le réaliser, c'est le côté financier. En tout cas, côté financier. Oui, le côté financement, c'est très facile pour des artistes d'exploser. Au niveau de la France, au niveau des États-Unis, c'est très facile. Si tu mets le financement en jeu, le côté marketing, tu y vas. C'est juste qu'on est abandonné à nous-mêmes à un certain niveau. Et voilà, on est bloqué, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a une collaboration en vue avec d'autres artistes? Il y a plein de collaborations en vue. Là, je suis en train de préparer un EP qui va arriver d'ici l'année prochaine. Il y a plein de collaborations avec plein d'artistes congolais, plein d'artistes américains. Et ça sera le feu, quoi. Je suis toujours dans mon game, français, Larry, anglais, voilà. Aujourd'hui, tu penses que tu as ramené quelque chose dans ton travail que tu as commencé depuis Bakongo, depuis ton groupe, tu as ramené quelque chose de nouveau dans ta musique? Parce que on t'écoute chanter en lingala, comme tu viens de le dire, en anglais, surtout en anglais, tu es à l'aise. Est-ce que tu penses que tu as apporté quelque chose dans ce que tu fais? Personnellement, ce que je fais, je pense qu'il existe déjà. J'ai pratiquement rien créé de nouveau. Et je suis à l'aise dans ce que je fais. Mais cela n'empêche qu'on essaie de travailler, essayer de ramener quelque chose qui va faire waouh aux oreilles des gens. Un truc qu'on n'a jamais écouté, un truc, voilà quoi. C'est ça mon ambition en fait. Mais pour l'instant, ce que je fais, c'est du déjà vu, c'est du déjà fait, c'est du déjà, tu vois. Bon, mais voilà, on espère que ça va venir, on va arriver à créer un truc extraordinaire et qui n'a jamais existé. Et parce que il y a aussi ma question vient accompagner la question de Dominique qui dit tu chantes principalement en français ou en d'autres langues? À la base, je rappe en français. Vu que je suis aux États-Unis, j'essaie de m'intégrer et tout, comme je t'ai dit. D'où mon initiative de faire des trucs en anglais. Je fais des trucs en Larry, Lingala, parce que je sais d'où je viens. Ça apporte toujours une petite couleur magique dans mes chansons, et bon, voilà quoi. D'accord, ok. Et sinon, le français est la langue de base, je rappe en français. Ok. Et quelle surprise que tu nous réserves après
après le confinement ou dans quelques temps, peut-être dans une année? Normalement, je vais sur une base de faire un clip chaque 6 mois. En janvier, je vous avais présenté Lago Boss, c'était une chanson tout en anglais. En juin passé plutôt. En janvier, je vous ai proposé Nalulio, une collaboration avec J-Teams que je salue en passant. Et normalement en juin, j'allais lancer un autre truc. Malheureusement, la pandémie et tout. Je pense pas que ça va se faire, mais voilà un peu ma vision, quoi. Faire une vidéo au moins chaque 6 mois, essayer de faire la promotion en attendant de faire un EP pour l'été 2021. Et tu travailles avec un label? Non, je suis toujours indépendant. Mais c'est quand même un peu coûteux, en fait, faire chaque 6 mois, faire sortir... Yeah, c'est coûteux. Apparemment, le streaming, ça paye alors. Ça te paye pour que tu puisses investir. Je mets la main dans ma poche. Ah, je vois. Ouais. Ah, alors, on a une question de l'unité de Paname qui dit de la rue Archambault à Chicago. Peux-tu dire, ça va actuellement dans la musique, bien sûr, même si le chemin est encore long? Ouais, le chemin est encore long. On vient de loin, comme il a dit, la rue Archambault. Nimbi Lolo. Rouge blanc. Bien. C'est ça, on l'a menga, qu'on a fait l'homme et la paix. Ok. Et voilà quoi. On vient de loin, c'était un long chemin, c'était des années de travail pour être là où je suis actuellement. Et je suis très content de mon parcours. Et j'espère que l'avenir sera encore plus grandiose, quoi. D'accord. Sabin, excuse-moi, je dis Nasty Dog. Quand j'ai essayé d'écouter tes anciennes prods, tu étais plus dans le rap gang. Et là, j'ai l'impression que tu vas dans le lore. C'est quoi? Tu changes là ou quoi? Ou comment? Non, c'est pas que je change. En fait, j'aime présenter à mon public ce qu'ils aiment, tu vois. Lago Boss, c'est un truc gang. Une prod de juin 2019. C'est un truc qui a tourné jusque sur Brazza News et tout. C'est un truc d'homme, c'est un truc de gang où on parle d'argent, de fortune et tout. Tu vois? C'est juste qu'après, tu te rends compte que la majorité de ton public, la grande partie est féminine. Et il faut se les faire plaisir, tu vois? Du coup, on se met un peu dans quelques chansons d'amour et essayer de faire un peu plaisir aux filles et tout. Et c'est, franchement, pour dire vrai, les filles streament plus que les hommes. C'est vrai. C'est vrai. Yeah. C'est vrai. Les hommes, ils sont trop là à tricher. C'est pas bien, en fait. Ça donne pas de la force. Mais qu'est-ce que apportent les réseaux sociaux dans une carrière musicale pour toi? Oh, les réseaux sociaux sont très importants, très, très importants. Hier, je faisais un débat avec un ami à moi de mon groupe, Sélection Ghetto Johnny King, qui me dit, mais Negro, toi, tu as 117 subscribers, 117 abonnés sur ta chaîne YouTube. Comment tu as 76 000 views avec ton dernier clip? C'est des robots qui valident tes vues, tu les achètes, c'est impossible. Et du coup, je l'ai sorti de l'aspect des réseaux sociaux. En fait, ce truc aide de beaucoup, les réseaux sociaux aident de beaucoup. On a fait un aspect marketing avec mon ami avec qui on a chanté. Le truc, c'est, on a mis de l'argent en jeu. On a envoyé notre lien YouTube à des chaînes comme Nobolino, Voice of Congo, Congo Global TV. Il y avait Chart of Congo. Il y avait plein de réseaux sociaux qui ont publié nos trucs. Et ces réseaux-là sont beaucoup suivis. Du coup, on a eu beaucoup de vues grâce à ces chances-là. De par ça, je dis que les réseaux sociaux sont vraiment très importants dans ta visibilité aujourd'hui dans le monde médiatique. Et mon conseil à tous les artistes qui balancent quelques vidéos serait de ne pas se limiter à une promotion personnelle. Tu as un petit 50 €,
donne à une plateforme qui a beaucoup de followers, qui peut faire la promotion de ton truc, et ça va te faire gagner des vues, ça va te faire gagner plein de choses. C'est comme ça que je me retrouve avec plein de vues. Ça, c'est mon petit secret. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous, autant qu'artiste musicien, vous attendez de nous, les mélomanes? On a toujours eu à travailler ensemble, tu vois. Sans les mélomanes, les musiciens sont rien. Sans les journalistes, les musiciens sont rien. Sans tout le monde, les musiciens sont rien, tu vois. Donc, ce qu'on demande, c'est toujours le soutien. Encourager nous dans notre travail, ce qu'on fait. Et voilà, quoi. D'accord. Il y a Marie Dom qui demande tes chansons, c'est du vécu? Certaines, ouais. Certaines. Yeah. Et certaines, tu t'inspires de quoi? Certaines, je m'inspire, on peut dire de ce que je vois, ce qui se passe autour de moi. Certaines, c'est mon vécu. Dès que j'ai une chanson en anglais que j'appelle Never Tell My Mom. Et arrivé aux États-Unis, j'étais dans un monde. Ma première année, j'étais dans un univers où j'étais entouré de, on va dire, plein de gangsters, vendeurs de drogue, porteurs d'armes, des gangbangs, comme on les appelle ici. Et leur moyen de se faire de l'argent, c'était vendre le champ, faut faire ci, faire ça. Et du coup, leur mode de vie m'a inspiré à faire cette chanson. D'accord. Tu vois, et bon, il y a d'autres chansons, c'est mon vécu. Il y a d'autres chansons, je regarde ce qui se passe autour de moi et j'écris, quoi. D'accord. Il y a Fresh D officiel qui a posé une question en anglais, mais je vais essayer. Faut pas se moquer, hein, pour ceux qui regardent le live, parce que mon anglais, il est bizarre. Il dit, what did you say brought to your music mean your life still there? Tu peux répéter, je n'ai pas compris. Il dit, what did you say brought to your music mean your life still there? What did US brought to your music? I mean, your lifestyle there. Oh yeah, les États-Unis ont beaucoup apporté à ma musique. La conception musicale, elle est tellement différente, tu vois. Au Bled, on raconte un peu, on est plus un peu dans... Quand tu vois les gens au Bled, quand ils parlent un peu de la musique, ils sont souvent dans le thématique, ils racontent ce qui se passe dans l'entourage, la misère au pays, les guerres, ceci, cela. Mais aux États-Unis, c'est vraiment différent, tu vois. Aux États-Unis, ils racontent ce qu'ils vivent dans la rue, ils racontent leurs rêves. Et c'est une expérience, en fait, c'est une culture trop folle. Tu vas jamais voir un Américain te parler de guerre, on a eu la guerre, on a eu ça, on a eu ça. Au contraire, tu vas voir un Américain te parler d'argent, de femmes, de fesses, de sexe, de ci, de ça. Et c'est une expérience, on peut dire, bénéfique. C'est une culture, quand tu l'apprends, elle est vraiment intéressante parce que tu vois les gars, ils partent d'un rien. Ils partent du ghetto, ils partent de faire de petits bricoles, ceci, cela, et le rêve, c'est viser avoir de l'argent, quel que soit le moyen. Vendre des armes, vendre la drogue, faire ceci, faire cela. Le seul but, c'est d'arriver au top, atteindre le million, atteindre ceci. Et cette culture est vraiment, c'est vraiment magnifique quand tu la comprends. Yeah. Ouais, il y a l'unité de Paname qui pose la question. J'ai un retour là, je ne sais pas pourquoi. Il y a l'unité de Paname qui dit actuellement dans le rap, il y a du sale et du rap conscient. Où te positionnes-tu? Qu'est-ce qu'il veut dire par rap conscient? Peut-être c'est pour conscientiser le peuple, les mélomanes, en fait, leur donner du conseil. Je sais pas. Peut-être que c'est pour ça. Enfin, là, je veux raisonner comme les Américains raisonnent. Ici aux États-Unis, le temps de la guerre était fini, le temps de dénoncer un peu ce qui ne va pas, ce qui ne va pas dans les communautés, c'est un peu dépassé. L'heure est à la fête. Du coup, les gens sont là, ils chantent pour danser, ils chantent pour faire la fête.
Et moi, je suis dedans, quoi. Je vois. Maintenant, on commence à tendre vers la fin. J'ai une question. Ce qu'on voit dans les films, où pour vivre le rêve américain, souvent, surtout dans le monde du rap, il y a des armes qui coulent, il y a du sang, il y a beaucoup de crimes. Il faut vraiment être un gangster, il faut vraiment affronter et tout pour vivre ce rêve américain dans la musique. Est-ce que tu penses que est-ce que tu peux nous dire si c'est vraiment une réalité ou tu as ton talent, voilà, tu t'exposes et tu atteins le rêve, tu vis le rêve américain? En fait, il va dans les deux sens. Il y a ceux qui vont... Ici, on appelle ça se construire en fan base. Avoir du public, tu vois. Il y a des gens ici pour avoir le public. Il doit côtoyer certains groupes. Et ces groupes-là vont le propulser jusqu'au top. D'où tu vois certaines personnes, ils sont souvent dans des groupes de gangsters et dans des groupes d'armes, de vendeurs de drogue et tout pour se faire une popularité. Et ça marche très bien. C'est le moyen le plus efficace. Par contre, il y a d'autres personnes, ils ne sont pas dans cet univers-là. Mais pour éclater, pour sortir, il faut avoir la chance de te faire signer par un label vraiment top, qui va t'aimer pour ce que tu fais. C'est pas facile en ce moment qu'on puisse t'aimer pour ce que tu fais si tu n'as pas ce fan base-là, si tu n'as pas ce public qui te suit derrière. Et la grande partie ici, pour se faire ce public-là, ils sont obligés de se mettre dans ces petits groupes-là. J'ai eu une petite expérience en 2013. Je suis parti du côté de Los Angeles. Le manager de, comment t'appelles, de The Game, c'est son cousin, c'est un ami à moi. Oui. Et il m'a mené à un concert de The Game. Il y avait Lil Wayne, il y avait plein de gens. Et il m'a présenté à Suge Knight. Suge Knight, c'était le producteur de Tupac. Et je le tends la main, comme signe de respect, comme un bon Africain. Je tends la main et tout. Il me regarde. Il me demande, je suis de quel groupe. Je lui ai dit que je n'ai pas de groupe. J'ai dit, OK. Tu dois être Blood. En fait, à Los Angeles, il y a deux groupes de gangsters qu'on appelle les Bloods et les Crips. Les Bloods, ils portent le rouge et les Crips, ils portent le bleu. Et il me dit que je dois être Blood. Comme j'avais des baskets rouges à l'époque, il me dit, ah, ça, c'est déjà bon départ, tu dois commencer à t'habiller en rouge. Et c'est comme ça qu'on a commencé à causer, tu vois. C'est un gars influent dans le monde de la musique. C'est un gars qui, à son époque, s'il te signe, tu propulses, tu vas loin. On te connaît. On a vu l'exemple de Dr. Dre. Il était produit par lui. On a vu l'exemple de Tupac. On a vu l'exemple de Snoop Dogg. On a vu l'exemple de plein d'artistes qu'il a propulsés. Mais un gars comme ça qui te demande d'intégrer un groupe pour arriver au top, tu vois un peu leur philosophie. Tu dois être de son côté. Tu ne dois pas être de l'autre côté. Tu dois être de son côté. Tu ne dois pas... Et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a certains... Et toi, tu comptes te positionner comment? Tu comptes te positionner, avoir un groupe, ou bien tu te dis, je laisse parler, je laisse exposer mon talent, et voilà. Comme je fais d'habitude, je laisse exposer mon talent. S'il faut rentrer dans ces groupes-là, il y a longtemps que j'y serais. Peut-être qu'on m'aurait déjà fusillé à l'heure où je parle. C'est ça, parce que nous, on ne veut pas te perdre aussi. Hein. Non, je suis là. Je viens d'Afrique, je sais ce que je fais, j'ai une famille, j'ai les parents au blé, donc je me limite à certains trucs, quoi. Ok. Donc, ça veut dire qu'un rappeur arrivé aux États-Unis, c'est pas le jackpot, hein? Donc, on peut dire ça. C'est pas le jackpot, mon frère. Tu sais, il y a combien de talents qui traînent? Ici, les talents finissent dans les coins de métro, tu vois. Dans les stations de métro, ils sont là en train de rapper et en train de chanter. Je te jure, quand tu les écoutes rapper, chanter dans les coins de métro, je te dis, hey, mon frère, moi, j'ai pas le niveau, je dois arrêter la musique, là. Mais ils sont là, ils sont perdus. Manque d'opportunité et tout. En 2013, je me rappelle, en 2013-2014, on a vu une photo de toi avec The Game, de l'ancien de J-Unit. On s'est dit que est-ce qu'il y a eu une collaboration qui n'a pas vu le jour, ou c'était juste une photo, une simple photo?
ce qui est bien avec ces grands artistes, ils font pas des trucs au hasard. Tout est géré par leur manager. Et le manager de The Game, c'est le cousin de mon pote dont je te parle. Actuellement, il manage aussi Blueface, qui est dans Cash Money Records. Et mon ami était supposé jouer le rôle de manager pour moi, négocier avec son cousin et que la collaboration se fasse. Mais ça n'a pas vu le jour. Il demandait une somme d'argent atroce. Parce qu'ici, il y a un système de jeu. Quand tu n'es pas connu dans le monde musical et tu veux faire un featuring avec une grande star, telle que tu veux chanter avec 50 Cent ou avec qui, il te demande de l'argent. Et à l'époque, le gars me dit, pour chanter avec son artiste, il fallait que je lui donne $80,000. Et j'ai... Je sais pas ce que maman mange au pays. Aujourd'hui, je me demande bien si elle a mangé le manioc, le poisson salé ou pas. Mais mon frère, $80,000, ça va pas se faire, quoi. Et du coup, le truc a été abandonné. Ok. Bon, mais voilà, je les comprends. À la fin, tu payes de l'argent, tu chantes avec une grande star et tu as aussi la visibilité. Ça va. Parce que on a dit, ouais, ça y est, ça va avec The Game de J-Unit, c'est bon, c'est parti. Non, c'était un problème financier. Il demandait trop d'argent pour un featuring. Vu qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière